Le 12 septembre 2025 à 5:00, précise une colonne blindée russe d'une valeur de plus de 50 millions de dollars progressait à travers Donetsk. Cette colonne était composée de 20 chars T-90M et de véhicules BMP-3. Fraîchement auréolés d'une victoire mineure à Prahovsk, les équipages opéraient dans un état de non-urgence. À bord d'un T-90, le commandant sirotait son café, les yeux rivés sur l'itinéraire GPS indifférents au terrain. À l'arrière d'un convoi, des soldats en BMP, 3 casques ôtés, écoutaient de la musique. Personne ne se doutait qu'à peine plus d'1 kilomètre plus loin, la mort les observait à travers 10 paires de caméras thermiques. Dans un bunker dissimulé à 3 kilomètres de là, l'unité ukrainienne baptisée « Piège à araignées » achevait ses préparatifs de lancement. Derrière elle, dans des caissons blindés, se trouvaient 50 drones DJI Mavic 3, leurs batteries chargées à 5% et leurs hélices préalablement vérifiées. Il ne s'agissait pas de l'arme principale. C'était un des leurs électroniques programmés pour générer plus de 200 signatures rares. Radar fantôme au lancement. La véritable menace résidait dans les Dix drones Hotel Evo. 2 déjà en vol et les 30 mines intelligentes TM-83 enfouies sous le béton du futur pont. Le commandant russe s'appuyait sur son système de guerre électronique Kasuka-4 secondé par des brouilleurs R-330Z, mais cela ne suffit pas. Le plan ukrainien reposait sur une redondance des drones et l'utilisation de l'IA. La perte d'un seul drone ne compromettait pas la logique du piège. À 5H8, alors que les chenets du duo 90 M de tête s'enfonçait dans le béton du pont. L'embuscade fut déclenchée depuis des positions dissimulées. 50 drones DJI Mavic 3 décollèrent dans une vague synchronisée. L'écran radar de Kasuka-4 clair, quelques instants auparavant, se transforma en un chaos de plus de 200 icônes hostiles. Le processeur du système paralysé par le déluge de données a automatiquement signalé une attaque massive. À 20 mètres de là, une batterie de S-400 reliée au réseau radar a tiré des missiles d'une valeur de 4 millions de dollars sur des cibles virtuelles. Pendant que le système de défense aérienne de pointe russe neutralisait des fantômes, les menaces réelles s'armaient. Sous le pont, une forte augmentation des données confirma l'activation des 30 mines TM-83. Au même moment, les Dix chasseurs Evo, 2 Hunters destinés à détruire les hôtels, décollèrent de leur module de navigation, ignorant le chaos électronique, et entamèrent leur approche à basse altitude. À l'intérieur du poste de commandement T-90, l'officier russe observait avec irritation et non avec inquiétude l'essaim de contact fantôme sur son écran. Pour lui, il s'agissait d'une nuisance, d'une tentative de saturation primitive que ces systèmes étaient conçus pour contrer. Il appuya sur le bouton de communication interne. La guerre électronique gère un essaim de drones. Maintenez la formation. Ce ne sont que des jouets. Sa confiance reposait sur la machine qui l'entourait, une forteresse de 52 tonnes sur chenilles protégée par un blindage réactif explosif et un canon principal de 125 mm. Derrière lui, les BMP-3, chacun armé d'un canon automatique de 30 mm, fournissaient une seconde ligne de feu. Son système de brouillage, R-330, ZEL fonctionnait désormais à pleine puissance, diffusant un mur de parasites électroniques de 20 mètres de rayon, conçu pour couper la liaison entre les drones et leurs opérateurs. Sur le papier, c'était la parade idéale. Mais chaque forteresse a son point faible. Celui du T-90M était son toit. La cage de protection soudée à la hâte était conçue pour arrêter les grenades, et non une munition d'attaque par le haut dotée d'une ogive perforante. Et la vulnérabilité la plus critique de la colonne était d'ordre tactique. Ils étaient désormais pleinement engagés sur le pont de 9 mètres de large, une formation linéaire sans possibilité de dispersion d'avancée ou de retraite. Le T-90M était un géant arrogant, persuadé que son blindage lourd le rendait invincible. Mais l'Ukraine ne prévoyait pas d'assaut frontal. Il savait précisément où frapper les 2 points faibles des géants depuis le ciel et depuis la terre. Ce n'était pas une bataille de hasard, mais l'application d'une équation physique. La victoire ukrainienne était prédéterminée par 3 facteurs critiques que la doctrine russe n'avait pas pris en compte. Tout d'abord, les mines. Les 30 TM. 83 n'ont pas été placés au hasard.
Leurs positions ont été calculées à l'aide d'images satellites Starlink avec une précision de 3 pieds. Marge d'erreur directement sous les principaux supports porteurs du pont. Leur objectif n'était pas seulement d'endommager le char, mais de générer une onde de surpression de 50 0 PSI conçue pour briser les 25 cm d'épaisseur de béton armé de la structure. Deuxièmement, la guerre des données. Les Dix Hotel Evo. 2 étaient insensibles à la guerre électronique russe. Au lieu de s'appuyer sur un GPS brouillé, ils ont utilisé la reconnaissance de terrain alimentée par l'IA et des liaisons de données à saut de fréquence, ce qui les a rendus insensibles au brouillage par force brute du R300XE. Simultanément, les 50 leurs Mavic 3 ont généré plus de 300 faux signaux, provoquant ce que l'Institute for the Study of War a plus tard qualifié de surcharge cognitive, paralysant de fait le réseau de commandement et de contrôle russe. Enfin, la physique de l'élimination. La stratégie consistait en un mouvement de verrouillage vertical, bien que les mines aient été conçues pour neutraliser le plancher. Les drones hôtels étaient armés d'ogives PG Septfi capables de pénétrer plus de 50 cm de blindage en acier. Le toit du T-90M, son point le plus vulnérable, offrait moins de la moitié de cette résistance. Les Ukrainiens avaient tout planifié comme des maîtres tacticiens, transformant un simple pont en un piège mortel pour les chars. Seul le timing restait à déterminer. À 5 H9 Min 30S, le plan se heurta à son premier imprévu. L'un des intercepteurs, S-400 a tiré à l'aveugle sur l'essaim de Phantom et a touché de plein fouet un leurre Mavic 3. Les débris enflammés du drone ont dévalé en spirale une zone d'herbe sèche bordant la route, déclenchant un incendie qui s'est propagé rapidement. Le panache thermique ainsi généré a créé une signature thermique massive, menaçant d'aveugler les capteurs d'imagerie thermique des hôtels Evo 2 en approche et de dégrader la précision de leur guidage terminal. Les Russes ont réagi. Un opérateur de drone du Lancet, repérant les silhouettes déformées par la chaleur des hôtels volant à basse altitude, a lancé 2 de ses drones kamikazes pour les intercepter. Un instant, il a semblé que la Russie avait trouvé la solution. Mais les stratèges ukrainiens avaient anticipé cette éventualité. 2 des 10 hôtels désignés comme gardiens n'étaient pas armés d'ogives anti-chars. Ils ont rompu les rangs et accéléré, déployant un système d'interception cinétique, un filet lesté tiré depuis un lanceur sous le canon. Les filets ont piégé les 2 lancettes en plein vol, les faisant s'écraser au sol sans danger. Sur la passerelle, le commandant russe était confronté à un véritable cauchemar. Une attaque de missiles fantômes, un S-400 tirant sur son flanc, un feu de broussailles lui masquant la vue et un combat aérien entre drones. Submergé par des données contradictoires et craignant une embuscade encore plus complexe, il prit une décision fatale fondée sur la doctrine standard. Il ordonna à la colonne de s'arrêter. C'était la dernière pièce du puzzle. Les mines TM-83 étaient équipées d'un mécanisme de déclenchement secondaire et de capteurs sismiques. Lorsque la colonne d'une masse totale de 800 tonnes s'est immobilisée complètement, l'immense pression exercée au sol a franchi un seuil prédéfini. Dans le bunker ukrainien, un voyant vert s'alluma sur la console principale, confirmant que la cible était désormais parfaitement immobile et centrée, et que l'arme qui allait l'anéantir venait d'être armée. À 5 H10, le convoi étant immobile, et les mines armées, le commandant ukrainien donna un ordre calme et univoque. Exécution. La phase cinétique de l'embuscade commença. Le premier hôtel EVO. 2 quitta sa trajectoire d'attente et entama une descente terminale abrupte. Il accéléra jusqu'à sa vitesse d'attaque opérationnelle de 96 km/h. Sa caméra se verrouilla sur le centre géométrique de la tourelle du T-90e de tête. Simultanément, un second hôtel effectua une attaque identique contre le dernier véhicule de la colonne de BMP-3. C'était la manœuvre de piégeage, le resserrement brutal de l'étau. Le flux vidéo FPV du drone de tête se transforma en un flou monochrome strié. La silhouette du char gonflait jusqu'à remplir tout l'écran. L'opérateur a effectué une dernière correction, s'assurant que le point d'impact de l'ogive PG Septfi se situa directement au-dessus du carrousel à munitions. À 5 H10-12S, la première ogive a frappé. La charge creuse a pénétré le mince blindage du toit du T-90M, provoquant l'explosion des charges de propergol de 125 mm stockées en dessous. Une explosion secondaire catastrophique s'est produite, propulsant la tourelle de 12 tonnes à 9 mètres de hauteur avant qu'elle ne s'écrase sur le pont.
Une seconde plus tard, l'arrière de la colonne fut scellé par une boule de feu similaire lorsque le second drone percuta le BMP-3, enflammant son carburant et ses munitions. Le pont s'effondra alors sous la force des détonations internes. Le convoi russe n'était plus une formation militaire. C'était un piège mortel linéaire en flammes, encadré par le feu sans aucune issue. Sur l'écran tactique principal du bunker ukrainien, l'icône du réseau de mines TM-83 se mit à clignoter. Le compte à rebours final fut lancé. La détonation principale était imminente dans 45 secondes. À 5. 11 heures de fonctionnement du bulldozer, le chronomètre a atteint 0. Les 30 mines TM-83 ont explosé simultanément. Il ne s'agissait pas d'une explosion conventionnelle, mais d'une rupture structurelle catastrophique. L'onde de choc de surpression de 50 PSI n'a pas seulement repoussé, elle a pulvérisé les supports en béton armé du pont par le dessous. Le pont de 90 mètres s'est effondré dans le lit de la rivière, pulvérisé par l'onde de choc. Au fur et à mesure que la structure cédait, les 8 drones ôtaient les veaux. 2 restants ont lancé leurs attaques finales. Ils n'ont pas ciblé les véhicules en chute libre, mais leurs compartiments internes. Leur ogive PG-7F a percuté les compartiments de moteur et les soutes à munitions en plein vol. La caméra FPV du dernier drone a capturé la scène, un paysage apocalyptique de métal en fusion s'abattant dans le gouffre où se trouvait le pont quelques instants auparavant. Une unique boule de feu, probablement l'équivalent de la pleine charge de munitions d'un T-90M, illumina le ciel avant l'aube, atteignant une altitude de plus de 30 mètres avant que l'alimentation ne s'interrompe. La destruction résultait d'une série de défaillances synergiques planifiées. L'explosion initiale des mines TM-83 a provoqué l'événement cinétique, faisant tomber la colonne de 1,0 tonnes dans le lit de la rivière. Un tir d'artillerie conventionnel aurait nécessité des centaines d'obus et plusieurs minutes d'avertissement. Ici, l'action fut instantanée et totale. La principale force destructrice provenait cependant du convoi lui-même. Les drones hôtels agissaient comme des détonateurs chimiques et thermiques. Chaque ogive qui pénétrait le blindage d'un véhicule déclenchait une seconde détonation bien plus violente. Le propergol des obus de chars de 125 mm et le carburant des réserves de diesel de 10 tonnes du véhicule se sont enflammés, créant une température constante de 20 degrés Fahrenheit à partir du diesel et des munitions. Les ondes de surpression générées par ces explosions internes se sont rencontrées et amplifiées, déchirant les véhicules de l'intérieur. Le bilan final illustrait parfaitement l'efficacité de la guerre asymétrique. 18 des 20 véhicules, représentant plus de 40 millions de dollars de matériel russe, ont été détruits pour un coût ukrainien inférieur à 150 $. La situation a immédiatement dégénéré en chaos. La batterie russe S-400, qui avait ouvert le feu sur l'essaim de Phantoms, a signalé 4 interceptions réussies au moment même où les canaux radio étaient inondés de cris paniqués et inintelligibles provenant de la colonne désormais inexistante. Pendant plusieurs minutes cruciales, le commandement du secteur russe s'est retrouvé dans l'ignorance opérationnelle, recevant des rapports contradictoires, faisant état d'une attaque massive de missiles et de la destruction totale d'une unité blindée de tête. Quelques heures plus tard, la direction du renseignement de la défense ukrainienne a diffusé les images du drone. La vidéo haute résolution de la désintégration du pont est devenue virale, une contradiction flagrante et indéniable avec la déclaration officielle du ministère russe de la Défense qui affirmait qu'une tentative de sabotage sur une voie de main de transport avait été repoussée, n'entraînant que des dégâts matériels mineurs. L'impact stratégique a été immédiat et profond. Les images satellites prises après l'incident ont confirmé que le pont avait complètement disparu. Un rapport ultérieur du Royal United Services Institute a confirmé que cet acte unique avait coupé la principale artère logistique de l'axe Puck, stoppant l'avancée russe pendant au moins 3 semaines. Alors que les ingénieurs s'efforçaient de trouver ou de construire une voie alternative viable, un ordre paniqué fut émis par le haut commandement russe. Toute offensive terrestre dans le secteur devait être immédiatement stoppée en attendant l'inspection de tous les ponts ponceaux et passages souterrains. L'attaque a eu des conséquences bien plus graves que la simple destruction de matériel. Elle a semé la paranoïa dans la planification opérationnelle russe. Chaque infrastructure civile était désormais un piège mortel potentiel. Le piège des araignées n'avait pas seulement permis de remporter une bataille. Il avait réussi à retourner l'arrogance de l'armée russe contre elle-même, brisant net son élan.
La leçon ultime à tirer de la piste de danse des donuts ne concerne ni les drones, ni les mines. Elle concerne la nouvelle équation stratégique du champ de bataille du 21e siècle. Cela prouve qu'une force réduite intelligente et technologiquement agile peut démanteler systématiquement une armée conventionnelle plus nombreuse et plus puissante en ciblant son point faible, le plus critique, sa doctrine rigide et prévisible. La Russie a déployé des moyens considérables dans ce combat. L'Ukraine avait une calculatrice, une connaissance approfondie de la psychologie et un scalpel à 150 douanan. Le scalpel a triomphé. Alors, si vous étiez le commandant russe et que vous compreniez que l'essaim de l'heure était une ruse, juste au moment d'ordonner l'arrêt des opérations, quel aurait été votre ordre suivant? Dites-le moi dans les commentaires.